du premier président du Congo, Fulbert Yulu. Tous les enfants allaient à l'école. Ils avaient des fournitures gratuites. Je ne dis pas qu'il faut les avoir, mais je dis que tous les enfants avaient accès à l'école, jusqu'aux filles. Autant de Denis Sassou Nguesso. Et il s'est même permis. Cherchez-moi de parlement d'un chef d'État qui dit quand nous avons eu, en substance, je n'ai pas exactement la phrase, Mhm. quand nous avons eu la possibilité de détruire l'école, nous l'avons fait. Est-ce qu'un chef d'État peut détruire l'école alors qu'il sait très bien, on sait très bien que c'est l'éducation qui fait développer un pays. Il y a des régions, pour ne pas dire la quasi-totalité des régions, il n'y a pas d'école. Et dans la région de Poule, qu'il a brûlé et que le ciel n'est pas tombé, les enfants ne vont plus à l'école depuis longtemps, depuis 1999. Il y a des personnes qui sont là, qui sont devenues des adultes, qui sont incapables de savoir écrire leur nom. C'est un chef d'État, ça. C'est un Oui, mercenaire. mais C'est la définition du mercenaire. pardon, monsieur Modeste Foucadia, vous disiez tout à l'heure que, ben, au temps de Youlou, vous avez cité Massamba Débat et ceux qui ont suivi, l'école était gratuite jusqu'à un niveau donné, les bourses, on sait comment ça se passait. Nous avions même des fontaines hein, où les gens pouvaient aller prendre de l'eau pour ceux qui n'avaient pas des robinets à la maison. Il y avait des dispensaires dans les établissements. Moi, je me rappelle, à l'école primaire, on nous faisait, comment ils appelaient ça, voilà, une campagne de des examens comme ça pour voir si les enfants se portaient bien. Et tout ça, ça a disparu. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement le Premier ministre Anatole Kouliné-Makusso qui a déclaré sur Jeune Afrique que les Congolais sont habitués à voir l'État s'occuper de tout. Il faut changer de mentalité. Vous savez, ce n'est pas lui qui doit dire ça. Lui, il a fait toutes ses études sous, sous le PCT, hein, sous l'UGC. Lui, c'est un pionnier servi. Hein. Lui, ce sont les élèves de Tatima Biala. Il fait partie de ceux qui ont été en catégorie A1 parce qu'ils ont appris au PCT. Et je comprends qu'il est réfuté de la réalité en disant qu'il n'y avait pas eu de génocide dans le pool. Mais dernièrement, quand ils étaient aux États-Unis, à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, on a posé la question à M. Sassou. On lui a posé la question de M. Sassou. Comment se fait-il que tous les dirigeants, tous les responsables politiques du pool sont assassinés et les vôtres, vous les mettez en prison? On lui a même posé la question de savoir si le général Norbert Dabira était du pool. Serait-il toujours en vie? On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui a prévalu à l'assassinat du cardinal Émile Allende, à l'assassinat du président Alphonse Alphonse. Massamba Deba, à l'assassinat du président de l'Assemblée nationale Jean-Pierre Chister Chikaya, à l'assassinat du président Bernard Kolela, à l'assassinat du président Parfait Kolela. C'est des questions qu'on lui a posées. On lui a dit comment se fait-il que dans la région du Sud, et notamment du Poul, tous les leaders politiques sont assassinés. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond, que ces problèmes-là doivent être résolus. Et c'est là qu'on lui a dit, nous savons tout ce qui se passe là-bas, le peuple veut la transition. Ce que Denis Sassou Nguesso a présenté comme solution. Mais on va sortir le général Jean-Marie Michel Moukoko et M. Okombi Salissa. On leur a posé la question. Et après, le Congo va aller mieux quand vous allez le sortir. Vous Pardon, allez le monsieur sortir. Modeste Foucadia, qu'est-ce que vous nous apprenez là? Monsieur Sassou a présenté comme solution de sortir le général Jean-Michel Marie Mokoko et monsieur Okombi Salissa pour régler la situation du pays. On lui a posé la question de savoir, quand vous allez les sortir, c'est pour aller à la transition
ou c'est pour semer le désordre et que vous restez sur place. Et c'est là où on lui a dit, mettez la transition, ces prisonniers doivent sortir avec la transition pour qu'il n'y ait pas de pression sur eux. Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce numéro de Droit de Savoir avec Modeste Bokadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC, qui nous retrouve sur ce plateau. Bonjour, monsieur Bokadia. Bonjour, Monsieur Perrin. Un plaisir toujours renouvelé de pouvoir échanger avec vous et en même temps, par votre intermédiaire, d'être avec les Congolais qui s'interrogent beaucoup sur notre pays et sur la dérive. Bien entendu, et c'est toujours un plaisir que vous soyez toujours disponible lorsqu'on a besoin de vous pour éclairer les Congolais. Alors, Denis Sassou Nguesso était à New York pour prendre part à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. En marge de cette assemblée, il a eu des échanges avec le gouverneur républicain de l'Oklahoma et Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris. Ma question, pourquoi poser ou échanger avec un gouverneur et une maire, alors que dans la même ville se trouvait également Emmanuel Macron, je parle ici du président français, et Donald Trump, le président américain. Écoutez, ne faisant pas partie de la délégation euh, de M. Sassou, je ne peux pas vous dire exactement son timing et la raison pour laquelle il a préféré, en tant que, semble-t-il, président de la République du Congo, rencontrer Madame le maire de Paris, dont on sait que pour un chef d'État, un président de la République, il, il doit d'abord discuter avec un homologue. Est-ce que c'est une façon de dire qu'il n'a pas eu la possibilité de rencontrer des homologues? Car je ne vois pas en vérité la raison pour laquelle il a pu rencontrer Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, dans la mesure où il n'était pas question de l'aménagement de la ville de Brazzaville. Quant à la rencontre avec Monsieur le gouverneur, peut-être s'est-il renseigné du rôle d'un gouverneur, puisque souvenez-vous, dans la politique de la décentralisation administrative et financière que je propose, j'ai dit que les régions doivent être sous l'autorité de gouverneurs. Est-ce que c'est pour se renseigner exactement sur ce rôle de gouverneur? Quoi qu'il en soit, il a été, lui seul sait comment il a été accueilli. Lui seul sait comment il a été accueilli et très curieusement, on a vu comment voilà, sa cellule de presse a fait mais vraiment du bruit autour. Alors que tout le monde sait qu'en diplomatie comme en politique, les faits et gestes comptent et il y a une analyse qui s'impose à ce niveau. Interviewé par le chef de bureau de Breitbart News à Washington, Matthew Ball, c'est un site d'info de l'extrême droite américain, Denis Sassou Nguesso a encouragé l'effort mondial du président américain Donald Trump de lier la paix à la prospérité économique. Lier la paix à la prospérité économique. Est-ce que c'est une découverte pour Denis Sassou Nguesso? Ne savait-il pas qu'il n'y a jamais développement économique sans la paix? Ou c'est un aveu finalement
de dire que, bon, moi, je n'ai pas réussi chez moi parce que je n'ai pas apporté la paix aux Congolais. Et voilà pourquoi il a échoué économiquement, parce qu'ici, il faut rappeler que 42 ans de pouvoir, son partage, Denis Sassou Nguesso, a plombé carrément l'économie congolaise, a ruiné le Congo. Est-ce qu'il découvrait? J'espère pour lui que non, puisque dans la quasi-totalité de tous ses discours, notamment de, du bilan de la nation, de l'état de la nation ou des vœux, il ne cesse de rappeler au Congo et aux Congolais qu'il faut qu'on aille vers la paix, qu'il faut sauvegarder la paix. Donc, il connaît ce que c'est que la paix. Mais la paix qu'il connaît, c'est sa propre paix. Ce n'est pas la paix des Congolais. Ce n'est pas la paix du Congo. Sa propre paix, c'est-à-dire, Qu'il dorme tranquillement, qu'on ne le dérange pas. C'est ça ce qu'il entend par la paix. Parce que si véritablement il connaissait ce que c'est que la paix, il aurait pu donc faire avancer le pays dans une autre direction que celle à laquelle il a emmené, dont on voit aujourd'hui les conséquences, c'est-à-dire une misère qu'on ne peut même pas décrire du Congo, de la population congolaise, et une dégringolade de la place du Congo dans le monde. C'est dire que le Congo n'a pas de paix. Car là où il y a la misère, là où il y a la faim, là où les enfants ne vont pas à l'école, là où les hôpitaux ne fonctionnent pas, là où il n'y a pas de courant électrique, là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de route, là où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement et donc il n'y a pas de paix. il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix, alors qu'il clame la paix depuis qu'il est évidemment revenu à la tête du pays par coup d'État militaire en 1997, il faut le rappeler, voilà, et on ne le rappellera jamais assez. Et il a aussi fait, comme qui dirait, un appel de pied, un clin d'œil à Donald Trump, et en disant bien sûr si le président Trump souhaitait une visite plutôt au Congo-Brazzaville, nous l'accueillerons chaleureusement. Et en le disant, bien sûr, il a présenté également aussi le tableau, disons, des ressources naturelles du Congo. Et je vais donc le citer. Il dit, quant aux ressources de la République du Congo spécifiquement susceptibles d'attirer des investisseurs occidentaux, le Congo est riche en gisements d'énergie et des terres rares. Des terres rares, permettez la tautologie, c'est une rare fois qu'on parle des terres rares du Congo, de la République du Congo. C'est vrai que généralement on parle du pétrole, du gaz, des minerais, du bois et tout ce qui va, mais c'est rare qu'on parle des terres rares. Vous savez, je suis malheureux pour lui, pour faire un tel appel de pied qui n'a pas donné de résultat. Je voudrais vous signaler que le département d'État américain lui a signifié clairement que tous les services du département d'État qui se trouve au Congo lui rendent compte de tout ce qui se passe au Congo. Donc le département d'État connaît la situation, la richesse dont dispose le Congo. Et je pense que là, il aurait pu avoir une autre présentation que d'apporter des échantillons. Les échantillons sont apportés par des hommes d'affaires qui veulent rencontrer des partenaires, pas un chef d'État. Et disant cela, je me pose même s'il connaît exactement son rôle en tant que chef d'État, s'il l'a intégré au bout de 42 ans, ou alors, ou alors il a des collaborateurs,
qui ne lui font pas les fiches qu'on doit réaliser pour un chef d'État. Parce Est-ce que que, il pardon, n'est pendant pas. que vous dites ça, est-ce que ce n'était pas simplement une opération com, c'est-à-dire une opération marketing politique, parce qu'on ne comprend pas. Là aussi, il faut qu'on parle quand même de la procédure. On ne peut pas se déplacer, disons, on parle ici de Denis Sassou Nguesso, qui se déplace, donc qui part du Congo vers les États-Unis et qui apporte dans ses mallettes quelques pierres qu'il va présenter à des gens qu'il n'a jamais rencontrés. Mais je crois qu'on amène des échantillons une fois qu'on a déjà un contact avec les opérateurs économiques, on a déjà amorcé, je sais pas moi, sur un certain protocole d'accord, et à la fin, on apporte évidemment des échantillons, quitte à venir les voir sur place au Congo. Or là, on a vu un Denis Sassou Nguesso avec je ne sais pas quelle pierre qu'il a apporté aux États-Unis. D'ailleurs, Comme un petit vendeur à la sauvette ou ces petits vendeurs à l'étalage. vous voyez, je pense que vous avez vu les mêmes images que moi. Même les fameux partenaires auxquels il a présenté les pierres se marraient, riaient. C'est pour montrer que ils n'avaient pas en face d'eux un chef de l'État. Ils avaient en face d'eux un petit marchand. Voilà. C'est ça ce qui est dommage. Non seulement ce n'est pas son image euh, qui est, qui est mise en pièces, mais c'est l'image du Congo. C'est l'image des Congolais. C'est l'image de l'Afrique. Et chez nous, au Congo, on parle du Mboka Mboka. C'est comme ça, en fait. C'est un monsieur qui se croit encore au village. Oui, 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 mais il ne se retrouve pas avec ses copains avec lesquels il partage l'Angok. Il se trouve dans le pays le plus puissant du monde. Un pays qui dicte des nouveaux enjeux à toutes les puissances du monde. Et qui connaît mieux d'ailleurs les ressources qu'engrange le Congo, Brazzaville. Modeste Boukadia, dans la même logique, voici ce qu'il a déclaré. Nous avons du pétrole, du gaz, d'importantes réserves de fer, de cuivre, de zinc, de plomb, de phosphate, de potasse et d'or. Nous disposons d'abondantes terres arables. Nous disposons de ressources en eau sur tout le territoire, d'un ensoleillement permanent et de réserves fauniques. Nous avons de nombreuses ressources et j'en ai sûrement oublié. Moi, je reviens sur quelques éléments qu'il a cités, bien entendu, où il dit, voilà, nous disposons de ressources en eau sur tout le territoire. Nous disposons de ressources en eau sur tout le territoire. Ma question, comment expliquer qu'avec tout ceci, 42 ans de pouvoir, on n'a pas pu, ou jusque-là, on n'a pas pu, évidemment, offrir de l'eau potable aux Congolais? C'est ça le paradoxe. Vous savez, quand j'ai lancé le projet de la décentralisation administrative et financière au Congo, avec à la tête des régions de gouverneurs pour créer, pour mettre en place des paradis agricoles, Denis Sassou Nguesso avait dit au président français Emmanuel Macron, il faut l'empêcher d'aller dans ce sens parce qu'il y a des régions pauvres au nord. Alors, j'avais retorqué au service du président Macron, si Denis Sassou Nguesso reconnaît qu'il y a des régions au nord qui sont pauvres, mais il est au pouvoir depuis 42 ans, pourquoi il ne les a pas enrichis? C'est la question que vous posez. Il vante que le Congo est immensément riche. Mais, aussi curieux que cela puisse paraître, le Congo se trouve à la dernière ligne des pays les plus pauvres, où au Congo, entendre sa ministre qui s'occupe de la solidarité
de la solidarité, qui reconnaît que les Congolais, il y a des Congolais qui sont incapables d'avoir un petit morceau de pain, d'avoir un demi-cachet d'aspirine. C'est un paradoxe. Ou alors, ce monsieur comprend ce qu'il dit, ou alors euh, il fait de la communication pour montrer, pour vendre quelque chose qui n'existe pas. Parce que en place, ses collaborateurs, ses partenaires, s'ils n'étaient pas courtois, il aurait demandé, ah bon, à quel rang, quel est le PIB par habitant de chez vous? On aurait pu lui demander, quel est votre PIB, votre produit intérieur brut par habitant, c'est lequel? Puisque le pays est immensement riche. Alors, curieusement, le Congo est un des pays de la planète le plus arrosé. Il n'y a pas d'eau. Avec quoi vous allez exploiter? Mais en plus, il Le faut dire aussi qu'il Congo n'y a pas d'électricité. Lorsqu'il parle, par exemple, des autres ressources, pétrole, gaz, phosphate et potasse, tout ça, ça nécessite de l'énergie pour exploiter ça. Et moi, ça me rappelle un peu des entreprises qui sont arrivées au Congo, à Pointe-Noire en particulier, c'était Situkola, pour exploiter du potasse. Ils avaient même exploré jusqu'à arriver à l'étape de l'exploitation. Mais ils étaient obligés de faire marche arrière parce qu'il n'y avait pas assez d'énergie. Mais là, il va encore vendre ses ressources. Ben, peut-être qu'il se disait, bon, ceux qui vont arriver pourront, voilà, mettre tout en œuvre pour exploiter ces non, non, ressources. non, non, Et non, non, pourquoi non. les vendre ou les proposer aux autres alors qu'on peut les exploiter chez nous et créer de l'emploi? Mais, Monsieur Perrin, je pense que il est dans ses habitudes quand il promet aux Congolais l'espérance, la nouvelle espérance, l'émergence, l'année de la jeunesse. Euh, nous allons atteindre le point d'achoppement du développement intégral. C'est dans sa tête. Il ne se rend pas compte que quand il se trouve devant des partenaires, ces partenaires-là connaissent déjà la réalité et la faisabilité des projets qu'on peut faire. Ces partenaires savent que le Congo aujourd'hui n'a pas de réseau hydraulique ni de réseau électrique qui permettent l'installation des entreprises. Donc, en réalité, quand ils présentent des choses comme ça, ils se donnent en spectacle et les gens se tournent pour rire et il est heureux lorsqu'on rit de lui. Moi, je pense que Je, euh, je voulais aussi savoir avec vous, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment conscient de ce qu'il annonce, ou de ce qu'il dit, ou de la portée de ses propositions, de ses messages? Et souvent, quelqu'un me disait, c'est un monsieur qui aime à lire les discours écrits par les autres, et généralement, il comprend même pas ce qu'il dit ou qu'il déclare, parce que ici, beaucoup de Congolais ont écrit, parce que moi, reçu beaucoup de messages où les gens me disaient, mais tenez, on est surpris là. Oui, on savait que le Congo est riche, mais là, par rapport à la description que Denis Sassou Nguesso est allé faire sur ce média, on se rend compte on est sauvagement riche et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'au Congo, les gens n'ont même pas un repas par jour et difficilement un repas par jour. Est-ce que lui-même comprend ce qu'il dit? c'est pour ça que je dis, bon, d'abord, je voudrais dire que quand on est chef de l'État, on n'est pas censé de tout connaître. On a des conseillers pour ça. On a des techniciens pour ça. Il y a des gens qui sont formés pour donner des conseils à des chefs d'État. Des conseils qui lui permettent d'appréhender l'ensemble de la problématique avec lesquelles il doit discuter avec ses partenaires. Mais il y a aussi l'analyse critique de l'individu pour que lorsqu'on vous présente des projets, que vous-même vous soyez en mesure de savoir
dire que cela est faisable ou ceci n'est pas faisable. Mais j'ai l'impression, tout comme dans ces discours de l'état de la nation ou des vœux, on lui écrit des discours qui ne tiennent pas compte de la réalité. Je reprends euh, par rapport à ce qu'il a dit que vous avez cité et par rapport à ce que euh, la dame chargée, qui est ministre de la Solidarité, qui reconnaît devant les médias que les Congolais sont incapables d'acheter un demi-morceau de pain ou d'avoir un cachet d'aspirine. Ça veut dire que il y a un décalage entre ce qu'il dit, soit il ne comprend pas, soit on le ment, soit alors, je ne sais pas. Évidemment, Mais ça interroge Monsieur Modeste Boukadia. On va proposer à nos téléspectateurs cet extrait de Madame Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, qui déclarait que les Congolais ont même des difficultés de s'attraper une plaquette de paracétamol, vous savez combien ça coûte, et même un bout de pain par jour. Et tout à l'heure, je le disais, au Congo, il y a des familles qui ont difficilement un repas par jour. Et c'est plus de 70% de la population. Nous avons déjà expliqué sur ce même plateau, avec un SMIC par exemple de 70 400, il faut expliquer aux gens comment quelqu'un peut vivre avec 70, même avec 100 000 francs CFA le mois au Congo-Brazzaville. C'est très, très difficile, c'est même impossible. Et donc, on va vous proposer de suivre cet extrait de Madame Kimbatsa et on revient sur le plateau suivant. Vous savez, je vis, je suis en contact avec la misère. Je sais ce que c'est que des personnes vulnérables. Une personne qui ne peut pas s'acheter une plaquette de paracétamol. Un enfant qui ne peut pas manger un morceau de pain. Et donc, on ne crache pas sur l'argent. Voilà, Monsieur Modeste Boukadia, des Congolais peinent à trouver même un bout de pain où s'attraper, voilà, une plaquette de paracétamol. Et lorsqu'on essaie de comparer par rapport à ce que Denis Sassou Nguesso est allé déclarer à New York, je vais reprendre parce que c'est important. Quant aux ressources de la République du Congo spécifiquement susceptibles d'attirer des investisseurs étrangers ou occidentaux, voilà, le Congo est riche en gisements d'énergie et en terres rares. Nous avons du pétrole, du gaz, d'importantes réserves de fer, de cuivre, de zinc, de plomb, de phosphate, de potasse et d'or. Nous disposons d'abondantes terres arables, je vais revenir là-dessus. Nous disposons aussi de ressources en eau sur tout le territoire, d'un ensoleillement permanent et des réserves voilà, fauniques. Nous avons de nombreuses ressources et j'en ai sûrement oublié. Donc, il n'y en a que trop. Voilà un pays, comme vous le disiez tout à l'heure, très riche avec une petite population de 6 millions lorsqu'on abuse, mais qui se retrouve dans la situation que décrit Madame Kimbalsa. Où va donc oui, l'argent du pétrole congolais? D'ailleurs, si vous observez bien, j'espère qu'un jour, vous ferez un reportage pour voir comment sont devenus les Congolais. Quand on regarde les Congolais, je ne parle pas de Congolais qui sont à l'étranger, je parle des Congolais autochtones, ceux qui vivent sur le territoire. Vous parlez de leur morphologie, c'est ça? Vous verrez qu'ils ont presque le poids de leur squelette. Il n'y a plus, il n'y a que la peau sur les os. Et d'ailleurs, pendant que vous le dites, ce n'est pas une façon de vous couper, Monsieur Modeste Boukadia. Il y a même un phénomène à un moment donné au Congo où les gens, ben voilà, beaucoup plus les jeunes étaient obligés d'ingurgiter, je ne sais pas quel type de produit qu'ils appelaient ça, pour grossir parce qu'eux-mêmes n'appréciaient plus la petite taille qu'ils avaient, voilà, comme vous êtes en train de le dire. Et ils étaient obligés de s'intoxiquer, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que le Congo, le Congolais, la Congolaise, vit, se trouve dans une malnutrition avancée.
Et donc, lorsqu'il étale cela, c'est révoltant. Et c'est même criminel. C'est même criminel de dire qu'il y a autant de richesses et les Congolais ont une morphologie squelettique, il n'y a que la peau, on voit la peau. Les gens ne peuvent même, quand ils s'habillent, les vêtements flottent. Mais quand il dit que voilà, le Congo est immensement riche, d'accord, mais qu'est-ce qu'il attend pour rembourser la dette du FMI par rapport aux aides sur le Covid qu'on lui avait avancé? C'est lui-même qui a dit qu'il y a des difficultés de rentrée de recettes pétrolières. C'est lui-même qui l'a dit au FMI. Lorsqu'on lui réclame de rembourser les dettes, les aides qu'on lui a octroyées pendant la période du Covid, Mais qu'il pourtant, n'arrive plus à rembourser. ils avaient dit aux Congolais que le FMI n'avait pas aidé le Congo à ce sujet. Mais pourquoi alors le FMI leur réclame de rembourser les aides de cette période-là? Ou Hein? peut-être que c'est de l'aide qu'ils ont détournée parce que on se souvient encore en mai 2023, la coalition Publiez ce que vous payez avait voilà, rendu public un rapport où il était ressorti que plus de 25 milliards de francs CFA avaient disparu dans le circuit de dépenses Covid-19. Plus de 25 milliards de francs CFA des dépenses durant la période allant de 2020 à 2022 relatives au fonds de lutte contre le coronavirus n'ont pas été justifiées par les autorités congolaises. C'est le constat qu'a fait la coalition Publiez ce que vous payez. Dans son rapport, cette coalition qui regroupe 6 associations, dont entre autres la Commission Justice et Paix et la Fondation Nyossi, explique que plusieurs manquements et dysfonctionnements ont été constatés dans la gestion de fonds Covid et aussi des faiblesses dans les procédures d'attribution de marché aux tiers. Des écarts injustifiés par les principaux ordonnateurs. Toutes les institutions qui sont en charge du suivi de l'intégrité, de la lutte contre la corruption, du renforcement de la transparence, les parlementaires, que toutes ces entités puissent se mettre ensemble pour pouvoir apporter la lumière nécessaire en rapport avec les préoccupations que nous avons soulevées. Publiez ce que vous payez demande aux autorités compétentes de ne pas laisser ces malversations financières impunies. Les autorités congolaises ont quant à elles promis de réagir à ce rapport. Est-ce de cela qu'on parle? Ce dont je suis certain, c'est que le Fonds monétaire international réclame il y a peu à Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire au Congo, le remboursement des aides qu'ils ont reçues pendant la période de Covid. Et que Denis Sassou Nguesso a répondu, je cite, « Nous avons quelques difficultés de rentrée des recettes pétrolières. Dès que cela sera possible, nous nous mettrons en contact avec vous pour commencer le remboursement. » Ça veut Difficulté dire, avec les recettes pétrolières, alors que dans le même temps, 14 000 milliards ont été dilapidés. C'est quand même 25 milliards, près de 26 milliards de dollars américains. Comment il n'y a pas de recettes pétrolières? écoutez, c'est la réponse qu'il a donnée. Je ne peux pas, je peux pas vous garantir, je ne peux pas vous dire autrement que ce qu'il a répondu lui-même. Ça veut dire d'ailleurs sur votre sur votre chaîne, je vous avais déjà dit que le Congo rencontrerait très bientôt des difficultés de paiement. Nous y sommes. Les paiements de salaire. Nous y sommes. Donc, vous comprenez, quand il va dire que nous sommes immensément riches, oui, mais tout ce qui est potentiel, tous les pays sont potentiellement riches. Mais c'est faire face à la détresse du pays et des Congolais et des Congolaises qui comptent. Est-ce qu'il fait face à ça? Quand on est incapable de faire face Oui. à permettre à un Congolais d'avoir un cachet d'aspirine, d'avoir un morceau de pain qui coûte 5 francs CFA, quand on n'est pas capable de ça,
on ne peut pas dire que le Congo est riche. On ne peut pas le dire décemment. Ou peut-être que le Congo est riche, mais il a été appauvri par ceux qui sont là, par ce régime de prédation. Moi, ce que je vois, ce sont des Congolais qui sont des squelettes vivants. Et ça, ce n'est pas la richesse. Et lorsqu'il parle que nous, parce qu'il dit, hein, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, nous disposons aussi d'abondantes terres arables. Bon, tout le monde sait que c'est près de 10 millions d'hectares des terres arables que dispose le Congo. Est-ce que c'est ce qui justifierait finalement qu'ils se mettent à vendre ça à tout le monde, puisque dernièrement, ils ont vendu une bonne partie aux Rwandais? Que d'exploiter ça, comme il avait annoncé, comment il appelait ça, ce programme euh, autosuffisance alimentaire, c'est ça? Autosuffisance Oui, oui, alimentaire. oui. Quand il était dans le premier Sassou, quand il avait lancé son programme triennal, où il avait dit que nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire et chaque élève, chaque enfant devrait planter un arbre, ainsi de suite. Vous savez, c'est la politique de la démagogie du PCT. On Oui, ne mais va pas la comment découvrir expliquer aujourd'hui. ça? Parce que là, vous dites c'est Sassou 1, ça veut dire avant la conférence nationale. Donc, monsieur était conscient que le Congo dispose d'abondantes terres arables. Mais depuis là, jusqu'à maintenant, 28 ans encore au pouvoir, sans compter donc la première phase, il n'a rien fait en termes d'agriculture. Est-ce que ce n'est pas une volonté, finalement, politique de ne rien faire? Écoutez, en tout cas, je me suis posé déjà la question sur votre chaîne. J'ai déjà dit de manière limpide la manière dont Denis Sassou Nguesso gère le Congo, c'est exactement la manière dont un mercenaire gère un territoire qu'il a sous sa coupe. On ne peut pas dire autrement. D'aucuns m'ont écrit pour dire, mais monsieur Boukadé est trop méchant avec Sassou Nguesso, comment il peut le traiter de Mais mercenaire? non, mais si ce que je dis est faux, qu'on me prouve le contraire. Hein? Vous savez, en français, j'ai eu la chance d'avoir fait de très bonnes études avec des enseignants français qui nous demandaient de bien connaître la signification de chaque mot que l'on utilise. Donc, je n'utilise aucun mot qui ne soit contraire à la vérité des faits, à la véracité de la situation. La manière dont Denis Sassou Nguesso dirige le Congo n'est pas conforme par rapport à un chef d'État dont la préoccupation première, c'est sa population et la bonne lisibilité de son pays à travers le monde, de vouloir pousser ce pays jusqu'à ce qu'il soit à l'excellence, chaque fois, chaque année, il doit gagner des points pour être parmi les pays les plus euh, qui attirent. C'est ça un chef de l'État. Mais quand on appauvrit une population, on n'est plus un chef d'État. La manière dont il dirige ceux les responsables des concessions, c'est-à-dire les colons, étaient mieux que lui. C'est ça le dilemme que nous avons. Denis Sassou Nguesso était de ceux-là qui critiquaient l'esclavagisme français, le colonialisme français. C'était eux qui avaient chanté des chansons contre Fulbert Youlou, qui était un néocolonialiste. Mais au temps de Youlou, du premier président du Congo, Fulbert Youlou, tous les enfants allaient à l'école. Ils avaient des fournitures gratuites. Je ne dis pas qu'il faut les avoir, mais je dis que tous les enfants avaient accès à l'école, jusqu'aux filles. Au temps de Denis Sassou Nguesso. Et il s'est même permis. Cherchez-moi de parlement d'un chef d'État qui dit quand nous avons eu,
en substance, je n'ai pas exactement la phrase. Mhm. Quand nous avons eu la possibilité de détruire l'école, nous l'avons fait. Et l'éducation, la santé, euh, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Est-ce qu'un chef d'État peut détruire l'école alors qu'il sait très bien, on sait très bien que c'est l'éducation qui fait développer un pays. Il y a des régions, pour ne pas dire la quasi-totalité des régions, il n'y a pas d'école. Et dans la région du Pôle qu'il a brûlé et que le ciel n'est pas tombé, les enfants ne vont plus à l'école depuis longtemps, depuis 1999. Il y a des personnes qui sont là, qui sont devenues des adultes, qui sont incapables de savoir écrire leur nom. C'est un chef d'État, ça? C'est un Oui, mercenaire. mais C'est la définition du mercenaire. pardon, monsieur Modeste Foucadia, vous disiez tout à l'heure que, ben, au temps de Youlou, vous avez cité Massamba Déba et ceux qui ont suivi, l'école était gratuite, jusqu'à un niveau donné, les bourses, on sait comment ça se passait. Nous avions même des fontaines hein, où les gens pouvaient aller prendre de l'eau pour ceux qui n'avaient pas des robinets à la maison. Il y avait des dispensaires dans les établissements. Moi, je me rappelle, à l'école primaire, on nous faisait, comment ils appelaient ça, voilà, une campagne des examens comme ça pour voir si les enfants se portaient bien. Et tout ça, ça a disparu. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement le Premier ministre Anatole Kouliné-Makusso qui a déclaré sur Jeune Afrique que les Congolais sont habitués à voir l'État s'occuper de tout. Il faut changer de mentalité. Vous savez, ce n'est pas lui qui doit dire ça. Lui, il a fait toutes ses études sous le PCT, hein, sous l'UGC. Lui, c'est un pionnier servir. Hein. Lui, ce sont les élèves de Tachima Biala. Il fait partie de ceux qui ont été en catégorie A1 parce qu'ils ont appris au PCT. Et je comprends qu'il est réfuté de la réalité en disant qu'il n'y avait pas eu de génocide dans le pool. Mais dernièrement, quand ils étaient aux États-Unis, à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, on a posé la question à M. Sassou. On lui a posé la question de M. Sassou. Comment se fait-il que tous les dirigeants, tous les responsables politiques du pool sont assassinés et les vôtres, vous les mettez en prison? On lui a même posé la question de savoir si le général Norbert Dabira était du pool. Serait-il toujours en vie? On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui a prévalu à l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, à l'assassinat du président Alphonse Massamba Déba, à l'assassinat du président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Tchister Tchikaya, à l'assassinat du président Bernard Kolela, à l'assassinat de président Parfait Kolela. C'est des questions qu'on lui a posées. On lui a dit, comment se fait-il que dans la région du Sud, et notamment du Pôle, tous les leaders politiques sont assassinés? Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Que ces problèmes-là doivent être résolus. Et c'est là qu'on lui a dit, nous savons tout ce qui se passe là-bas, le peuple veut la transition. Oui, le peuple veut la transition et de plus en plus les gens parlent d'une révolution populaire et d'autres, de toute façon tout le monde le sait, une bonne partie, une large majorité des Congolais ne croient plus aux élections et donc il y a, je crois, cette tendance-là qui aujourd'hui domine au Congo où tout le monde parle désormais d'une éminente révolution
populaire. Ils ont suivi ce qui s'est passé au Népal, ils ont suivi ce qui s'est passé aussi ailleurs. Alors, est-ce que c'est juste une coïncidence? Parce que aussitôt rentré de New York, Denis Sassou Nguesso a lancé une opération d'exécution sommaire des présumés bandits, Koulouna qu'on les appelle. La Direction générale de la sécurité présidentielle, la DGSP, vous la connaissez, a lancé donc il y a quelques 2 jours, quoi, 3 jours comme ça, une opération de traque pour tenter d'éradiquer le grand banditisme, dit-elle, en République du Congo. Voici ce que dit le communiqué. Je préfère lire ça pour ceux qui nous suivent. La Direction générale de la sécurité présidentielle, la DGSP, informe la population qu'il est demandé à tout citoyen ayant des informations sur les lieux de résidence des délinquants appelés Koulouna de les dénoncer en appelant les numéros suivants. Bon, je ne vais pas citer les numéros parce que R7 ne veut pas participer à ces crimes contre l'humanité. Des récompenses, et c'est là que ça devient intéressant. Des récompenses sont prévues à cet effet, 500 000 francs CFA. C'est beaucoup d'argent. 500 000 francs CFA pour la dénonciation du lieu de résidence du chef de gang, 100 000 francs CFA pour la dénonciation du lieu de résidence des délinquants, donc les petits délinquants. La DGSP compte sur la coopération de tous pour renforcer la sécurité publique. Proposer de l'argent aux Congolais pour dénoncer les lieux de résidence des présumés bandits. Et depuis là, ce qui cloche désormais, c'est qu'on assiste désormais, évidemment, à des exécutions sommaires. Vraiment. Depuis avant-hier, je m'interdis de présenter ces images parce qu'elles sont très choquantes et puis pour les raisons de la plateforme que nous utilisons, on ne peut pas. Mais je crois que les Congolais ont vu ça et ça circule encore sur la toile. Et donc il y a un massacre qui se déroule au Congo depuis qu'on a lancé cette opération. Oui, d'abord, je voudrais souligner que la DGSP, c'est la Direction générale de la sécurité présidentielle. Son rôle doit se cantonner à la sécurité de Denis Sassou Nguesso et de personne d'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si Denis Sassou Nguesso a ordonné à la Direction générale de la sécurité présidentielle de se supplier en force de sécurité publique, ça veut dire que Raymond Zéphirin Boulou, son ministre de l'Intérieur, est incompétent. Cela veut dire qu'il doit le démissionner. Ou s'il ne le démissionne pas, il doit lui élargir les compétences qui lui permettent d'agir sur les bébés noirs et les Koulouna. Quand je dis bébés noirs, je n'élargis pas sur un quelconque jeune qui désœuvrait peut se trouver à de mauvais endroits au mauvais moment. Les bébés noirs et les Koulouna, comme je l'ai dit, ce sont des créations de Denis Sassou Nguesso pour créer de l'insécurité. Et donc, les services de l'amiral Jean-Dominique Okemba, qui est chargé de la sécurité nationale, connaissent très bien où habitent les responsables des bébés noirs et de Koulouna. Les services de la police nationale, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur, connaissent aussi les habitations, les lieux où habitent les différents bébés noirs et Koulouna, dans la mesure où les bébés noirs et les Koulouna, qui sont donc authentifiés, constituent les écuries des responsables politiques du PCT.
Pardon, Monsieur Puisque, Modeste Mukadia, vous allez continuer tout à l'heure, mais pour les raisons d'illustration, je vais proposer à nos téléspectateurs quelques extraits de vidéos d'un chef de gang qui expliquait que finalement les bébés Koulouna, il y en avait partout jusqu'à la présidence. C'est lui qui le disait. Il y en a même des ministres, des députés, voilà. Il citait toutes ces classes sociales, des directeurs. On va l'écouter et ça sera suivi par les propos d'Idever Moine. Question de comprendre d'où vient ce phénomène et qui l'entretient concrètement. Ça va nous permettre de bien analyser la situation actuelle où on a lancé une opération finalement d'exécution voilà, arbitraire. Suivez. Tout a commencé, c'était d'abord un groupe de musique qui on avait surnommé le mouvement des braves garçons de Mungali. Après, on a créé un mouvement qu'on appelait les Américains. On était tous des chanteurs et des danseurs. Soudain, il y a eu des problèmes de jalousie. Il y a certains qui sont des sorciers, certains qui sont votés, il y a certains qui pratiquent de la magie. Les bagarres, on utilise des petits, des plus petits que nous, 8 à 7 ans, qui partent dans les poubelles pour ramasser des bouteilles, pierres, et certains qui ont l'argent, les enfants ici, qui ont des parents qui ont des moyens, qui nous achètent des mbosa qu'on appelle tramotina, les machettes, qu'on appelle vulgairement mbosa 32-32. Les Américains sont partout dans le Congo, comme les Arabes sont partout dans le Congo. Mais il y a des endroits tels que à Lukolela, il n'y a pas d'Arabes et il n'y a pas d'Américains. À Lukolela, il n'y a pas d'Américains, il n'y a que des Arabes. À Oyo, tel que à Oyo, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a que les Américains. C'est même eux qui m'ont dit, touche pas mon président. Ça, c'est ce que j'ai appris à Oyo chez les Américains. C'est des enfants ou bien c'est des militaires ou bien lesquels? C'est des militaires, de la JR, de la DGSP, des bérets noirs, des civils, tout le monde, des policiers. J'ai même une chanson que j'ai laissée là-bas au Yo que je n'ai pas encore finie. C'est une chanson des militaires qui prétendent être américains. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui il était acteur, toi tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamioko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Voilà, Modeste Mukadia, le jeune dit très bien que les bébés noirs sont partout jusqu'à la présidence. Il cite même des noms, voilà. Il dit il y en a des députés, des directeurs généraux, des préfets, voilà, des policiers, des militaires, Koulouna et Idever Mouani, vous l'avez suivi aussi, qui dit à une époque donnée, comme on ne voulait pas du pouvoir de l'Issouba, on a créé le désordre, voilà, pour donner l'impression qu'il y avait de l'insécurité. Et dès lors que la population a commencé à regretter Sassou Nguesso, ça a donné les moyens à Denis Sassou Nguesso de faire son coup d'État. C'est pas moi qui le dis, c'est Idever Mouani, c'est un député du PCT. Dernièrement, on avait levé donc son immunité. Il est allé, je crois, c'était une évacuation entre guillemets sanitaire, mais il n'est plus jamais rentré au Congo. Et donc, je vous laisse continuer votre développement. C'était juste pour montrer à nos téléspectateurs d'où vient ce phénomène, qui l'entretient. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une émanation du pouvoir de Brazzaville. Oui, parce que quand j'ai rencontré Denis Sassou Nguesso, quand il recevait tous les responsables politiques, il m'en avait parlé lui-même. Il avait dit qu'il y avait des écuries, des hommes politiques qui avaient des écuries, et que la sécurité n'était pas assurée. Donc, il connaît le phénomène de bébés noirs et de Koulouna, qui sont des écuries des responsables politiques. Et ce sont ces écuries-là qui, plus ou moins, ce n'est pas pour l'excuser, qui maintiennent l'insécurité au Congo. Ce que je condamne
C'est la manière de procéder. Il est tout à fait normal qu'on appréhende des gens qui se sont égarés, qu'on a formés. Surtout que ce sont eux qui les ont formés. Ce sont eux qui leur ont donné les armes. C'est de les arrêter, de les mettre dans des centres de rééducation, de leur apprendre des métiers. Mais ils les ont utilisés pour faire du désordre, pour déstabiliser le pouvoir de l'Issouba, et aujourd'hui, ils les laissent dans la nature. Et on les traque pour les éliminer, pour les exécuter. Et pendant que vous le dites, ils sont nombreux aussi à Paris, en France. On les voit sur les réseaux sociaux, se vanter d'ailleurs de tous les massacres qu'ils ont commis au Congo, et ils sont en France. On les voit, il y a des pages comme ça, où les gens ne se cachent plus. Ce que je condamne, c'est qu'on pousse les gens à la délation. La délation a créé des choses horribles. Je pense que vous connaissez ce qui s'est passé, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale en France ou en Europe. Mais en France, quand il y a eu la délation des Juifs, on a connu l'Holocauste. Vous comprenez? Et donc, quand on voit des militaires, je pensais qu'ils avaient de l'éthique. Je pensais qu'il y avait une éthique militaire. Mais je me rends compte que, habillés en uniforme, ils se croient protégés par la loi. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils commettent des crimes. Ils commettent des assassinats. Et qui sont donc des crimes qui pourront les entraîner vers la justice. Et je rappelle à ces militaires-là que le Congo n'a pas aboli la peine de mort. Parce que tout crime, tout assassinat, tout crime de sang est puni par la peine de mort. Et ce n'est pas l'uniforme qui va dire ah non, il était en mission. Non. Ils ont leur conscience de dire non. Et donc, quand ils utilisent la délation, personnellement, ça me renvoie à beaucoup de choses. Comme ils ont gommé la mémoire des Congolais, ils ne les ont pas mis à l'école. On n'enseigne donc pas l'histoire. On n'enseigne donc pas comment le Congo s'est fait depuis la déclaration de la République le 28 novembre 1958 jusqu'à présent. On a dit que le Congo a commencé en 1969. Mais je vais leur rappeler ce qui s'est passé en 1963, 64, 65. On demandait aux élèves de l'école primaire de dénoncer les parents qui avaient des opinions contraires à la politique. Et des parents ont été assassinés parce que les enfants, dans leur bonne foi, disaient « mon père est contre le pouvoir ». Et le père, on le mettait dans l'Ingiri, on le jetait dans le fleuve Congo, on le jetait dans le Djoué. Voilà ce que ces militaires-là de la DGSP sont en train de refaire. Ils nous ramènent en arrière. Déjà, rien à le voir là. À le voir, il y a rien. Il n'est pas joué ce jour-là. Il hésite pour la maison. Donc, désormais, c'est que propre. Mais d'abord, pour nous, là-bas, si, madame, ma cimetière, là-bas. Imaginez un seul instant. Dans deux familles ou dans une famille, il y a des soucis. Rien n'empêche qu'on aille dire, mais un tel est chef Koulouna. Comme ils viennent, ils n'attrapent pas les gens pour les interroger. Ils tirent dessus. Ben, c'est des assassinats gratuits.
Imaginez un jeune qui fait la cour à une jeune fille qui refuse et qu'il voit quelqu'un qui, pardonnez-moi l'expression, qui réussit auprès de cette jeune fille. Il va dire que c'est un Koulouna. Vous voyez les dérives? Hein? Oui, mais pendant que vous donnez ces exemples, puisqu'ici on a dit des récompenses sont prévues à cet effet, 500 000 pour celui qui dénoncera donc le lieu de résidence d'un chef de gang, 100 000 francs CFA pour celui qui dénoncera évidemment le lieu de résidence d'un délinquant. Or, nous savons qu'au Congo sévit la crise, la galère, pour des raisons évidemment de cupidité. Certains vont commencer à dénoncer arbitrairement les amis ou les parents, et pourquoi pas ceux qui sont ou qui n'ont pas fait allégeance à ce pouvoir et seront désignés comme des Koulouna. Voilà comment. C'est loin de défendre les bandits, les délinquants, mais ici on parle du droit, de la loi. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi ne pas les arrêter, les mettre à la disposition de la justice pour qu'on comprenne concrètement ce qui se passe et pourquoi, comment, qu'est-ce qui leur a motivé et après, pourquoi pas les rééduquer? Pourquoi les abattre et en public? Et vous savez, M. Perrin, je l'ai déjà dit, Denis Sassou Nguesso a l'habitude de dire à son épouse, je cite, Antoinette, allant à la veillée et à l'enterrement, les morts ne parlent pas. Donc ils savent pourquoi ils tuent ces jeunes gens-là. Parce qu'ils ont dit, ils donnent 500 000 francs à quelqu'un qui aura dénoncé dans un pays où il n'y a plus d'argent et où les gens fonctionnent avec la fausse monnaie. Pourquoi, dès qu'ils arrivent, puisque j'ai déjà vu qu'on a abattu sommairement des gens sans même les interroger, ça veut dire que ces chefs qui valent 500 000 francs, qui ont déserté, parce que c'est ça la réalité. On les recherche parce qu'ils ont déserté. Et donc, il faut les abattre avant qu'ils ne parlent. Voilà ce que les gens ne veulent pas dire. Hein? Et donc, les menus frétins, ça coûte 100 000. Bon, abattez-le pour donner l'exemple. Et en même temps, dans la foulée, il tue les jeunes. Comme ça, les jeunes ont peur. Ils ne peuvent pas manifester en disant que nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de perspective. Nous manifestons, on leur tire dessus, ils deviennent ipso facto des Koulouna. En réalité, l'opération est faite pour décapiter la tête des Koulouna parce qu'il ne faudrait pas que ces responsables-là s'associent avec l'opposition pour pouvoir les renverser. C'est ça ce qui est en jeu. C'est ça, on leur a dit aux États-Unis, à New York, on leur a dit, allez mettre de l'ordre. Mais mettre de l'ordre, on ne leur a pas demandé d'aller assassiner des gens. On leur a demandé d'aller désarmer, d'aller enlever les mines anti-personnelles et anti-chars qu'ils ont créées dans le pays, et notamment dans la région du pôle. Parce que les militaires qu'ils ont placés dans la région du pôle ou dans les autres régions, ils ont créé, ils ont violé des femmes, qui ont donné des enfants, qui deviennent des mines, qui viennent d'une situation qu'il faut gérer plus tard. Voilà ce qu'on leur a demandé. Allez régler la situation sécuritaire pour que, enfin, puisque ce que Denis Sassou Nguesso a présenté comme solution, mais on va sortir le général Jean-Marie Michel Moukoko et M. Okombi Salissa. On leur a posé la question. Et après, le Congo va aller mieux quand vous allez le sortir? Pardon, vous allez le sortir? Modeste Moukadia, qu'est-ce que vous nous apprenez là? M. Sassou a présenté comme solution de sortir le général Jean-Michel Marie Moukoko et M. Okombi Salissa pour régler la situation du pays. On lui a posé la question de savoir, quand vous allez les sortir, c'est pour aller à la transition
ou c'est pour semer le désordre et que vous restez sur place. Et c'est là où on lui a dit, mettez la transition, ces prisonniers doivent sortir avec la transition pour qu'il n'y ait pas de pression sur eux. Voilà. Oui, transition, mais entre-temps, ils sont déjà en pleine campagne, ils ont déjà lancé la révision des listes électorales, en violation même de la loi, de la constitution congolaise et de la loi électorale, curieusement. Et vous pensez qu'ils peuvent encore reculer? Vous savez, M. Perrin, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est la première fois qu'il demande à l'opposition d'aller dire, ah, mais venez vérifier si vous êtes sur les listes. Ça veut dire quoi? L'opposition refuse de ne pas aller aux élections. Si l'opposition ne va pas à l'élection, il va tricher avec qui? Dieu ne va pas se Il va présenter. fabriquer son opposition. Dieu ne va pas se présenter. Hein? Qui va se présenter? Ceux qui vont se présenter seront contre le peuple. Quoi qu'il en soit, Denis Sassou Nguesso va partir. Vous Denis insistez Sassou Nguesso va là-dessus. partir. Mais M. Perrin, pourquoi voulez-vous que je vous dise quelque chose qui ne soit pas? Non, j'ai juste posé la question, parce que, évidemment, ça revient. Oh, je sais que vous me posez pour que j'aime, pour que je répète et ça vous fait plaisir. Non, M. Perrin, soyons sérieux. Nous savons que Denis Sassou Nguesso va partir. Et c'est l'occasion que je voudrais rassurer ceux qui pensent que si nous allons d'abord à la transition politique structurelle apaisée dénommée TOPESA, on va écarter certaines personnes. Aujourd'hui, personne ne peut se prévaloir dire que nous sommes capables tout seuls de régler les problèmes du Congo. C'est l'ensemble des acteurs politiques avec lesquels il faudra travailler pour reconstruire le pays. Mais le premier travail, la première fonction qui n'est pas négociable, c'est la restauration de l'État pendant la période de transition. On ne peut pas m'objecter que cela n'est pas possible. Denis Sassou Nguesso, quand il a pris le pouvoir, il a d'abord mis une transition flexible de 5 qui est allée, je crois, jusqu'à 7 ans. Et puis il a convoqué son forum. Donc cela est toujours possible. Et c'est ainsi que cela va se faire puisque c'est ce qui est validé. C'est ce qui est validé, Monsieur Modeste Boukadia. Nous sommes presque à la fin de l'heure. Il nous reste quelques minutes. Vous avez dit et insisté, vous avez répété tout à l'heure que Denis Sassou Nguesso va partir. Bon, est-ce que c'est dans un futur proche, lointain? Ça nécessite tout de même une précision. Qu'à cela ne tienne, Denis Sassou Nguesso doit ou va partir. La fois dernière, quand vous avez annoncé la même information, vous disiez, d'ailleurs, hein, vous disiez que s'il part pas, donc on m'appellera plus Modeste Boukadia. Quelques jours après seulement, on a noté la visite d'un conseiller de Denis Sassou Nguesso. Il s'agit bien sûr de Rodrigue Malanda Samba, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est arrivé à Paris rencontrer la diaspora congolaise pour une rencontre citoyenne, disait-il. On a même appris qu'ils ont partagé de l'argent. Chacun qui était arrivé, qui avait assisté à cette rencontre, avait reçu 50 euros, hein, par personne. Et quand on voit la foule qu'il y avait dans la salle, donc il est venu avec beaucoup d'argent. Il a même pu rencontrer un ancien politique congolais, Ndalagraï, vous le connaissez. Bon, bref. Est-ce que on peut parler de juste coïncidence de temps, de timing, juste au moment où vous annonciez ce que vous avez dit la fois dernière, Denis Sassou Nguesso partira, s'il ne part pas, je ne suis plus Modeste, enfin, on ne m'appellera plus Modeste Boukadia, et quelques temps après, on voit ce monsieur débarquer à Paris avec des mallettes d'argent, avec un faux prétexte de venir tenir une rencontre citoyenne lorsqu'on sait que la diaspora congolaise ne vote pas, n'a pas le droit au vote.
Et après, on s'est posé la question, quel était l'intérêt de cette visite? Est-ce que ce n'était pas pour vous rencontrer, vous? Parce qu'il a même dit, je garantis la protection à tout Congolais qui est en indélicatesse avec la République. Écoutez, je ne sais pas s'il était venu pour moi, en tout cas, je n'ai pas été contacté et que tout le monde sait que si on doit me voir, il y a des procédures. Moi, je suis ici, en France, où ma sécurité est assurée par les services français. Et donc, si on doit me rencontrer, il y a des services habilités, c'est-à-dire le Quai d'Orsay ou alors le département d'État américain. Je l'ai dit, je le maintiens et j'ai écrit une note diplomatique en ce sens. Ce que je souhaite, c'est que la France joue son rôle qu'elle devrait jouer. Elle doit jouer le rôle qu'elle devrait jouer. C'est-à-dire? Elle doit faciliter la transition au Congo. C'est de sa responsabilité première de le faire. Il est vrai aussi que pour la France, c'est très difficile de recevoir sur son sol un dictateur qu'elle a soutenu. Car de mémoire, tous les dictateurs soutenus par la France en Afrique, personne n'est venu passer ces derniers jours en France. Mais je pense que, en ce qui concerne Denis Sassou Nguesso, vu certaines situations que je ne peux évoquer, et que beaucoup d'argent, de son argent pris au trésor public congolais, se trouve ici sous des investissements soi-disant par des entreprises françaises, mais qui appartiennent réellement à Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça que son épouse avait été, logiquement, devait recevoir une invitation par la justice afin d'éclairer un peu, mais qu'à cela ne tienne, et que du point de vue humaniste, on peut faire une exception pour que Denis Sassou Nguesso soit en France. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est-à-dire s'en aller avec tout l'argent qu'il a volé aux Congolais, c'est ça? Je ne dis pas ça, M. Perrin. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Non, c'est une question. Toutes les questions Moi, sont je bonnes. dis, je fais une proposition politique. Je suis un homme politique. Je ne suis pas un activiste. Je ne suis pas un magistrat ou un avocat. Moi, je fais de la politique. Et quand on fait de la politique, on arrive à des compromis. Compromis politique ne veut pas dire compromission. Voilà. Ne veut pas dire ça. Mais c'est de trouver une solution qui permette aux uns et aux autres de trouver une voie de sortie qui ne soit ni trop pénible, ni trop avantageuse. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une politique de création de vrais partenariats consolidés, ambitieux, dynamiques avec l'Occident, avec la France, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec la Chine. Et cela doit provenir avec une confiance entre la France et le Congo.
Oui, mais M. Boukadia, pardon de vous couper comme ça. Monsieur Perrin, s'il vous plaît, je vous en prie, parce que les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent et qu'à un moment donné, chacun de nous doit enlever l'orgueil ou le mépris pour qu'on devienne pragmatique. Les enjeux du moment se font au niveau du commerce. Les enjeux du moment se font au niveau des investissements et non dans les conflits. C'est pour ça que je dis que le Congo ne peut pas faire exception à la règle. Il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu le Chili, il y a eu le Ghana, il y a eu le Nigeria. Et pourquoi ça coince? Et je pense que pour ceux qui connaissent l'histoire, même au niveau de la Grande-Bretagne, il y a eu des concessions qui se sont faites. Il faut trouver des solutions politiques avec ceux qui sont au pouvoir. La justice fera son travail beaucoup plus tard. Aujourd'hui, c'est la politique qui doit parler parce que la peur comme la honte tue. La peur comme la honte tue, Monsieur Modeste Boukadia. Lorsque je vous ai entendu répondre à la récente question, j'ai eu l'impression de suivre ou d'écouter un président de la République déjà installé. Y a-t-il un deal comme ça entre vous et la France? Je dis ceci, que dans le monde actuel, où il y a des enjeux qui nous poussent que chacun trouve sa voie, son chemin, et que le Congo doit exister au niveau extérieur, car les enjeux, les nouveaux enjeux d'aujourd'hui, qui sont basés sur le commerce, sur les investissements, sur l'ouverture et non sur le conflit, nous devons, pardonnez-moi l'expression, surfer sur cette vague-là pour que la souffrance des Congolais qui sont plongés, les Congolais qui sont plongés dans une misère abyssale, puissent enfin avoir la possibilité d'avoir un morceau de pain et d'avoir des traitements. C'est Oui, ça Monsieur ce que je dis. Boukadia, s'il vous plaît, je conviens avec vous et je pense que tous les Congolais le souhaitent, que la situation s'améliore au Congo. Et tout le monde est en train de voir ce qui se passe. Les Congolais, on ne cessera de le répéter, n'ont pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de route, pas d'hôpitaux dignes, pas d'école. Bref, il y a tout ça et je vous ai rappelé d'entrée de jeu que les Congolais peinent à trouver même un repas par jour. Je réitère ma question. Votre réponse de tout à l'heure m'a fait penser à un président déjà installé. Avez-vous un deal comme ça entre vous et la France? Comment voulez-vous apporter des solutions à ce que vous venez de citer, que le Congo n'a pas d'eau, ainsi de suite, si vous n'arrivez pas à trouver un compromis politique? Comment pouvez-vous arriver à ça, M. Perrin? Je dis que nous sommes arrivés à un moment, à une histoire où chacun doit faire l'effort pour pouvoir se dépasser. Et enfin, je redis ceci, personne ne sera écarté dès lors où tout le monde va converger, va se diriger vers Topessa, parce que c'est le socle commun. Merci, Monsieur Modeste Boukadia. Dernière question. Voilà, tout à l'heure, on parlait de la visite de Denis Sassou Nguesso à New York, où finalement il est allé s'entretenir avec des menifrétins, il faut le dire comme ça. Est-ce qu'on peut y voir un désamour entre lui et le président Emmanuel Macron? Parce que je sais qu'à l'avant-dernière session,
en marge de cette session, Denis Sassou Nguesso s'était entretenu avec Emmanuel Macron, on les avait vus. Et cette fois-ci, c'est bizarre, curieux, il a préféré aller rencontrer Anne Hidalgo. Vous voyez un peu, c'est quand même la maire de Paris, et puis c'est vrai, mais bon, de son statut, il y a aussi un problème protocolaire. Est-ce qu'on peut noter dans tout ça un désamour? Je ne veux pas rentrer dans des débats. Non, j'ai regretté. J'ai regretté que Anatole Koliné-Makosso et Thierry Mongala aient été très arrogants vis-à-vis de la France, qui leur a permis d'être soit Premier ministre, soit ministre de la communication, en permettant à Denis Sassou Nguesso d'accéder au pouvoir et de qualifier la France d'ingrat, que la France est ingrate. Mais je ne veux pas rentrer là-dessus. Parce que, comme on dit, si le caïman happe un baigneur dans l'eau, c'est qu'il y a eu conciliabule entre le caïman et la rivière. Ça veut dire que si Thierry Mongala et Anatole Koliné-Makosso se sont permis des écarts de tel langage, ils avaient eu mandat. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Je dis que la situation du Congo telle qu'elle se présente aujourd'hui, telle qu'on nous l'a décrit, telle que l'on voit la manière, la stature des Congolais qui sont devenus des squelettes vivants, il nous faut arriver à ce compromis politique à tous les niveaux et que tous convergent, si tant est qu'on veut que le Congo change, que le Congo aille vers une autre république. Alors, nous devons aller et nous devons demander, exiger, stopper ça. Dans le cas contraire, on ne parle pas pour le Congo, mais on parle pour soi. Merci Modeste Moukadia de nous avoir encore visité aujourd'hui, d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, M. Perrin. Merci beaucoup. Je vous en prie.